Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous tourner à nouveau un update lecture. Je sais, la précédente vidéo c'était déjà un update lecture et là je vous en tourne encore un et après ce week-end j'en aurai encore un autre à vous tourner. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je suis sortie de ma panne de lecture et du coup là je recommence à lire pas mal de livres, de gros romans. J'en ai 4 que j'ai empruntés à la bibliothèque, vous les avez peut-être vu passer sur mon Instagram et je sais que je vais me les lire pour mon readathon de ce week-end. D'ailleurs je vous ferai un vlog de ce marathon livresque et que je vous posterai ça sur la chaîne je ne sais pas quand. Petite parenthèse concernant le vlog que je voulais vous tourner pour l'Espagne. Alors en fait, déjà je vous ai pas fait d'introduction ni de conclusion à ce vlog. Je ne vous ai pas pris face caméra durant ce voyage en Espagne et un de mes chiens vient de gueuler. Et j'ai fait pas mal de photos en fait plutôt que des vidéos. Du coup je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser pour vous faire ce vlog. Ça va être plus je pense pas un diaporama mais c'est une petite vidéo voilà, où je vous présente ce que j'ai fait en Espagne. Sachant que j'ai pas été trop en mode paparazzi. Et du coup je verrai bien ce que ça donne. Mais à mon avis ça va pas être ce que je voulais vraiment vous fournir en fait pour mon voyage en Espagne. Bref. Rentrons dans le vif du sujet. Le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit de Banseed, Guerre ou Paix, le tome 1 de Fanny André. Donc je vous montre la couverture parce que je la trouve très très belle. C'est donc les éditions Infinity. Vous pouvez voir le petit icône et ne faites pas attention au vernis qui n'est pas bien fini. Et donc ce roman, il y a une chose qui m'a surprise déjà quand je l'ai reçu, c'est qu'il est tout petit. Il fait 178 pages. C'est vraiment petit, sachant que on a une bonne histoire quand même dedans qui se passe très rapidement, mais on a beaucoup de détails, beaucoup d'informations, donc ça va, ça n'enlève pas la qualité de l'œuvre. Alors, Banseed raconte l'histoire donc d'une banshee. Donc là, on n'est plus sur les succubes, plus sur les vampires ou les loups-garous. On est sur une banshee, donc qui est une créature de la mythologie celte, je dirais. J'ai envie de dire celte, je sais pas pourquoi, mais pour moi ça va pas être dans les mythologies grecques ou romaines. En tout cas, les banshees on en retrouve dans pas mal de mythologies, mais il me semble qu'elle est issue de la mythologie celte ou irlandaise. Bref, en tout cas, elle vient de ce coin-là du monde. Banseed raconte l'histoire donc de Banseed, qui est une banshee, sans déconner. Et donc nous sommes dans un monde où les créatures magiques vivent avec les humains sans que cela soit au courant. Et en fait, on nous parle de pas mal de mondes qui sont connus de la faerie. Moi je dis faerie, je sais jamais comment on le prononce. Mais donc on nous parle par exemple du royaume des femmes. Ils ont des noms à coucher dehors, je vous le dis tout de suite. C'est de la fantasy, là pour le coup c'est du fantastique fantasy, je dirais plus. Et j'ai pas eu du mal à lire du coup ce roman qui est quand même pas mal fantasy. Fantasy pas. Je vais essayer de vous retrouver les noms, comme ça va être plus rapide à vous expliquer. Alors, le monde des femmes s'appelle... Voilà, j'ai retrouvé en fait à la fin du roman, nous avons un lexique où il y a tous les mots un peu compliqués. Et d'ailleurs j'ai vu au passage que même l'héroïne... je pense à travers du coup la voix de l'auteur, dit que c'est plus de l'urban fantasy. Du coup, petite parenthèse, si vous entendez des gens parler, en fait c'est mon voisin qui est juste en dessous de ma fenêtre. Du coup vous pouvez l'entendre pas mal parler. Alors, donc nous sommes... donc il parle par exemple du Cid, qui est un autre monde, ça regroupe toutes les terres surnaturelles et c'est accessible à certains durant toute leur existence. Voilà, en gros on est dans le Cid et il y a la terre à côté des humains. Dans le Cid, il y a le Magmeld qui est la terre des plaisirs où on va trouver tous les créatures à identité sexuelle comme les satyres, les nymphes ou les incubes ou les succubes. Voilà. On a le Tirnamban, c'est la terre des femmes surnaturelles du Cid, donc c'est soit les banshees, les selkies, les striges. Je savais ce que c'était les striges mais je ne le sais plus du tout. Le Tirnafir, la terre des hommes surnaturels, donc c'est Ankou, donc c'est la version de la mort, il me semble, d'une banshee qui annonce la mort mais version masculin. Et on en parle pas mal dans les légendes bretonnes. Les bucentaures, alors là ça doit être comme le minotaure ou je sais pas quoi, mais le bucentaure c'est un buffle, je sais pas du tout. Et le strigoi, ça me dit quelque chose. Et on a également le Tirnambeo, la terre des vivants du Cid. Donc c'est tous les êtres surnaturels non immortels. D'accord. Humains, petits peuples ou tous les représentants fae dont l'énergie magique était liée à la terre, blablabla. Et il y a également le Tirtarngir, terre de toutes les promesses du Cid, donc c'est un genre de paradis pour eux il me semble.
Alors voilà, donc en fait on va parler un peu de tous ces mondes-là sans être vraiment dedans. On sait juste que voilà, la Banshee elle appartient plus à ce monde-là, même si elle vit parmi les humains, elle vit du côté de la Bretagne avec Morgane la Fée, qui se tape l'incruste tout le temps. Et elle va se retrouver en fait à bosser avec un incube. Ils se détestent, ils peuvent pas se voir en couleur, ils se supportent pas. Merci pour le bus. Et donc en fait chacun est régi par son propre conseil, donc elle c'est le conseil des femmes surnaturelles, l'incube c'est le conseil des hommes surnaturels slash toutes les créatures sexuelles, et donc ils vont devoir enquêter sur plusieurs faits qui risquent de mettre en fait tout la paix entre guillemets qui règne dans les mondes magiques, ça risque de tout mettre un bazar pas possible, voilà, j'ai enfin trouvé mon mot. Et du coup on va voir leur aventure, comment ils enquêtent, tout ça, sachant que c'est assez rapide, hein, 173 pages et quelques, 178 pages pardon, c'est... Voilà, l'intrigue est assez rapide, l'enquête aussi, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc c'est aussi ça qui est pas mal dans l'histoire. L'héroïne est plutôt attachante, on sent qu'elle a des secrets, notamment le fait que Banshee, bah ça fait un peu pseudo quoi, et du coup on sait qu'elle cache encore pas mal de choses, elle cache aussi pas mal sa puissance j'ai l'impression, et je pense qu'elle n'est pas que Banshee, donc elle nous réserve pas mal de surprises. Le personnage principal masculin, il est plutôt attachant, plutôt énervant en fait, on le voit surtout à travers les yeux du coup de Banshee, et ça me fait bizarre de l'appeler comme ça en vrai, de Ban plutôt, on va l'appeler Ban. Et on le voit à travers ses yeux, donc évidemment on a une vision très colérique, très pas du tout juste en fait, mais c'est un personnage qui peut être très attachant, on voit qu'il change un peu. En fait au fur et à mesure que Ban s'attache au personnage masculin, on a notre perception de celui-ci qui change, et voilà, il devient aussi attachant pour nous. J'ai pas trop d'autres choses à vous dire parce que du coup l'enquête se passe bien, il y a pas mal de rebondissements, on découvre des créatures que je ne connaissais pas, ou que je ne connaissais que de nom, comme ceux qui ont un nom de biscuit là, les brownies. Voilà, ils s'appellent brownies et c'est des créatures donc celtes. Ce roman je l'avais choisi à la base pour le défi lecture 2019 que je suis toujours en train de faire, que je n'avance toujours pas d'ailleurs, mais je l'avais choisi parce qu'il fallait lire un livre avec de la mythologie celte, et du coup celui-ci il mêle pas mal mythologie bretonne et mythologie celte, où on a les brownies, on a les sortes de lutins, gobelins. Ce qui est très intéressant aussi dans ce roman, c'est qu'on va avoir tout un éventail de plusieurs créatures qu'on retrouve dans le petit peuple, dans les faées, et du coup c'est très intéressant à lire. Moi il y en a quelques-uns que je connaissais déjà de nom, mais d'autres que j'ai découverts après, ils sont très stéréotypés. Les brownies, si je dis pas de bêtises, en fait, vous savez, c'est les créatures qu'on représente sur les dessins avec des grosses joues, des petits yeux, un bonnet un peu genre la schtroumpf, des cheveux hirsutes partout et de très petite taille. Et c'est vrai que les retrouver dans un roman, c'était plutôt inattendu et j'ai bien aimé. Lui, je suis sûre que ça va pas être le seul tome de la saga que je vais lire, je sais qu'il y en a peut-être encore 3 déjà de sortie. En tout cas je sais que les 2 autres sont dans ma wishlist sur Livre Addict, donc du coup je sais que je vais lire la suite. Par rapport à la romance qu'il y a dedans, donc on sait, on le sent quand même arriver de loin qu'il va y avoir une romance, mais ce qui est bien c'est que ça arrive en douceur. Dans ce tome là on a 2 personnages qui ne s'aiment pas du tout dès le début, et en fait au fur et à mesure de leur collaboration il va y avoir un attachement mutuel et une confiance qui va s'instaurer entre eux, et on sent que pour les autres tomes à mon avis il va y avoir un peu plus entre ces 2 personnages. Pour ceux et celles qui aiment la fantasy, n'hésitez pas à foncer, même si ça pourrait être un peu léger pour vous si vous êtes habitué à des lectures plus poussées dans ce genre-là. Pour ceux et celles qui étaient comme moi, en tout cas qui sont toujours comme moi parce que je le suis toujours, qui ont vraiment du mal avec les romans fantasy où ils ont des noms à coucher dehors et qui a des détails voilà, à tirer l'arigot, vous pouvez quand même y aller. Il est plutôt simple à découvrir, les noms sont pas, voilà, à part ceux que je vous ai lus, je veux dire ça va, ça casse pas non plus le fil de la lecture, ça nous stoppe pas dans notre élan. Foncez parce que je pense qu'il vaut le détour, même s'il est tout petit pour un premier tome. Je pense que la saga peut nous réserver pas mal de surprises. Le second roman dont je vais vous parler, d'ailleurs même le 3e et le 4e, ce ne sera pas un format papier parce que je les ai lus via ma liseuse. Et du coup je vais juste vous montrer la couverture sur mon portable comme je vous fais d'habitude. Donc celui-ci il s'agit de Emergency, donc le tome 1, Morsure secrète de Cassie Alexander, et j'aime beaucoup la couverture. Donc c'est aux éditions J'ai lu. Voilà. Et en plus ça tombe très bien que j'ai découvert ce roman parce qu'il rentre dans une des catégories du défi lecture 2019 qui est lire un roman dont la couverture présente une phobie. Et moi comme j'ai de la phobie des hôpitaux,
qui tombe très bien. Emergency raconte l'histoire de Eddie Spence, qui est une jeune infirmière qui du jour au lendemain en fait se retrouve à devoir gérer son frère qui est atteint de problèmes de drogue. Non, qui se drogue, point. Et en fait, suite à une overdose, elle va faire la connaissance en fait d'un homme un peu mystérieux qui va lui dire est-ce que ça vous intéresse de travailler dans telle partie de l'hôpital, mais en échange, du coup, votre frère ne sera plus jamais dépendant de la drogue, il sera sevré à vie. Donc elle va sauter sur l'occasion et elle se retrouve donc à travailler dans l'aile Y4 de l'hôpital qui accueille en fait toutes les créatures surnaturelles. Donc en fait du jour au lendemain, Eddie Spence se retrouve dans un monde qu'elle ne connaissait pas, à côtoyer des gens qu'elle trouve de plus en plus étranges et avoir des cas pour le moins bizarres. L'histoire commence où Eddie doit gérer un vampire, un patient du coup atteint de vampirisme. D'ailleurs pour moi c'est toujours pas clair, mais la façon dont il présente les créatures, notamment les vampires ou les loups-garous, c'est pas du tout la même chose qu'on peut voir habituellement. Il faudrait vraiment que je me le relise pour vous expliquer la manière dont du coup le virus pourrait être contracté ou comment en fait ils peuvent devenir vampires ou loups-garous. Non, je dis des bêtises en plus parce que à un moment c'est mentionné plutôt simplement. Si on se fait mordre tel nombre de fois et qu'on avale aussi du sang, du coup on peut devenir vampire. Par contre loup-garou je ne me rappelle plus du tout comment on le devient. Le problème c'est que ce patient va mourir et du coup Eddie Spence se retrouve à gérer un gros problème parce qu'il a murmuré un nom étrange avant de mourir et elle va essayer de percer ce mystère là, même si elle n'est qu'une infirmière, elle n'a aucune connaissance d'arts martiaux, elle ne pratique pas, voilà, elle ne sait pas gérer les armes à feu et elle n'a pas forcément de ressources ni de connaissances qui peuvent l'aider dans cette enquête. Du coup elle y va un petit peu voilà, à l'aventure dans le noir complet. Et donc l'histoire est sur cette première enquête où elle va essayer de découvrir quelle était la personne qui a mentionné en fait ce vieillard, et sauf qu'en découvrant elle va mettre les pieds dans la fourmilière et elle va sortir plein de secrets que les gens auraient préféré garder cachés. Alors, Emergency, ce que j'ai pas mal aimé dans ce roman, c'est qu'en fait on se retrouve dans une aile d'hôpital. Et les créatures qu'on voit arriver sont pas celles qu'on a l'habitude de voir dans les romans fantastiques. Je pense notamment donc à certains métamorphes qui peuvent apparemment prendre l'apparence de tout ce qu'ils veulent, que ce soit des êtres humains ou même plein de créatures. Et notamment il y en a un qui m'a pas mal surpris, c'était une sorte de dragon. Première, à part dans Dragon Fury, donc je crois que je l'ai juste ici. Donc à part dans ce roman, je n'ai pas vu de dragon en fait dans des sagas de back littérature. Et notamment il y a aussi les zombies qui sont au rendez-vous. Et par contre on a vraiment l'aspect des zombies donc qui sont la frite partout, qui ont des morceaux en fait de corps. En fait ils ont mixé Frankenstein et les zombies pour cette créature là. En gros s'ils veulent régénérer ils doivent prendre des membres, mais je sais pas s'ils les mangent ou s'ils les incorporent, ça c'est pas très clair, donc du coup pareil, il faudrait que je me relise. C'est vrai qu'il peut être un peu complexe dans la façon où je vous l'explique, j'ai l'impression que je vous le vends pas très bien ce roman, mais en tout cas l'intrigue elle est facile à suivre, vraiment, à part 2-3 explications par rapport aux créatures parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, ça va, on arrive facilement à comprendre et à s'immerger dans l'intrigue. Ensuite, petit point par rapport à l'héroïne, c'est que même si on est sur un roman de back littérature ou de fantastique, ce n'est pas du tout le même genre d'héroïne badass qu'on a l'habitude de voir parce qu'elle est vraiment fragile. Elle a vraiment une fragilité, une vulnérabilité qu'on n'a pas forcément chez les autres héroïnes de romans de back littérature et c'est quelque chose de très rafraîchissant. Malgré cette fragilité, on sent qu'elle a quand même un sacré caractère, enfin en tout cas elle a une motivation et une volonté qui est présente, mais voilà, au niveau physique, elle n'a pas le même physique et le même entraînement surtout que les autres héroïnes qu'on peut retrouver. En soi, voilà, c'est un bon roman qui réserve aussi des surprises parce qu'il est très innovant dans sa manière de montrer les créatures et sa manière d'exploiter tous les créatures surnaturelles qu'on a l'habitude de rencontrer et sa manière de les utiliser dans l'histoire. Je sais qu'il y a il y a une suite pour ces romans. Le 2e tome est déjà sorti en France, mais je sais que le 3e et le 4e ne le sont toujours pas. Je dis des bêtises parce qu'en fait nous avons que 4 tomes encore qui sont sortis globalement. Je pense sincèrement me lire la suite de ce roman parce que déjà de une, il y a certaines explications que j'ai besoin de revoir et de deux parce que j'ai vraiment hâte de suivre l'héroïne, de voir comment elle va évoluer au sein donc de cet hôpital qui réserve aussi d'autres surprises parce que l'hôpital en lui-même a quelques mystères à revendre.
En tout cas, il y a beaucoup de choses qui restent à creuser dans cette histoire et beaucoup de choses qui restent à découvrir. Honnêtement, c'est un roman de bite littérature qui est pas très connu, en tout cas je l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Je vous le conseille, parce que même s'il y a quelques petites explications complexes, il vaut le détour. Ne serait-ce que pour voilà, découvrir la manière dont l'auteur en fait a repris les créatures surnaturelles en général. Les deux autres romans dont je vais vous parler, il s'agit de 2 tomes d'une saga que j'ai lu pas en entier parce qu'elle n'est pas terminée, donc je pense vous faire comme une vidéo spécialement sur cette saga plus tard. Je vais vous parler seulement, donc j'ai lu les 4 tomes. Je vais mettre que la couverture du premier et du deuxième sur la vignette, mais je vais vous parler globalement de cette saga et un peu de ce que j'en ai pensé. Il s'agit de la saga Waynest, le tome 1 c'est Traqué de Jess Hein. Et donc voici, je trouve que les couvertures sont vraiment très très belles. Je suis étonnée de ne pas les avoir vues avant, donc ça c'est le tome 2 enlevé. Je vais vous montrer les couvertures pour tous. Donc le tome 3 c'est ma couverture préférée. Il y a des petits bords blancs à côté, voilà. Le tome 3, hop, Trompé. Et donc le tome 4, Vengé. Ça me fait penser un peu, vous savez, aux couvertures de Rebecca King où on a la même femme comme modèle en fait sur les couvertures. Alors, Waynest, donc ça a l'air d'être une saga de bite littérature dont je n'avais jamais entendu parler et pourtant c'est un peu normal je pense parce que je la vois pas trop passer sur les réseaux sociaux. J'ai juste pris connaissance en fait de cette saga en regardant tous les romans de bite littérature. J'ai un site qui répertoriait en fait tous les romans de bite littérature qui existaient. Et à la base en fait je cherchais Kitty Norville et je suis tombée sur cette saga. Et donc ça raconte l'histoire de... Attention, elle a un nom aussi, c'est Shiara Waynest. Donc c'est S-H-I-A-R-R-A. Faut le faire quand même comme nom. Et donc cette héroïne en fait est détective privée, elle essaye de pas du tout se mêler au monde magique parce qu'elle est humaine, elle veut rien avoir à faire avec ces créatures qui sont sorties de l'ombre il y a quelques temps. Pareil, là on est sur un monde, vous savez, où les créatures ils ont fait salut, nous sommes là, et puis ils se sont bien installés avec les humains. On est sur ce genre en fait de monde. Par contre, ce qui change, c'est qu'en fait ils sont sortis de l'ombre peut-être 2 mois quand l'histoire commence. Ça fait 2 mois en fait qu'ils ont pris connaissance que ces mondes-là existaient. Et d'ailleurs l'héroïne a un passif parce qu'en fait son ex s'est changé en loup-garou du jour au lendemain. Il l'a même pas préparé psychologiquement, il regardait la télé, il l'a éteint, il s'est transformé dans le salon. Voilà, donc on peut vous dire que l'héroïne, elle a pas des a priori, mais ça lui est resté en travers de la gorge. En tout cas, elle essaie de se mêler le moins possible à ce monde fantastique jusqu'au jour où, en fait, la guilde qui regroupe tous les mages, en fait, la directrice va l'appeler parce qu'ils ont perdu tel objet et ils veulent la recruter pour le retrouver. Le problème, c'est que pour ce faire, elle doit enquêter sur le plus grand vampire en fait de la ville. Et elle la veut pas du tout, sauf qu'elle a pas le choix parce que financièrement elle a besoin d'argent et puis aussi il lui laisse pas du tout le choix, c'est soit tu fais ça, soit tu meurs. Et donc du coup elle se retrouve embarquée encore dans des histoires pas possibles à côtoyer en fait le monde des vampires, le monde des loups-garous et également le monde des White Hats qui sont en fait ça va être un peu bizarre dit comme ça mais c'est un peu le clan des créatures fantastiques. D'où le terme, on est White Hats, et c'est eux qui vont chasser en fait ces créatures là et quand ils voient son potentiel en fait ils essayent de les recruter tout le temps. Ils veulent pas la lâcher, ils viennent la voir H24 pour qu'elle les rejoigne mais c'est trop extrémiste pour elle en fait. Et donc du coup on se retrouve dans son quotidien qui est pas trop banal en fait mine de rien parce que même si elle ne veut rien avoir à faire avec ces créatures, elle en côtoie tous les jours. Et donc dans le premier tome, on va rester du coup sur ce côté vampire et loup-garou réunis, plus le monde des mages. Alors le monde des mages, c'est très innovant d'avoir mis ça dans ce roman parce que c'est vrai que les mages, les magiciens, les sorciers, ils ont un peu mis ça dans le même panier et c'est sur une guilde, c'est dans une guilde en fait, guilde qui les réunissent tous, qui crée des enchantements sur des objets, des armes, des lieux, tout ce que vous voulez. Et on retrouve aussi un point que j'ai vu dans un autre roman, notamment Kay Daniel, où en fait ils mettent des gardes de protection sur les entrées et les sorties. Et ça je l'avais vu que dans Kay Daniel pour l'instant, et là je l'ai vu aussi dans ce roman, donc c'était plutôt sympathique en fait de retrouver ce petit clin d'œil et ce petit en fait ce sort familier. J'ai pas vraiment d'opinion à vous donner sur l'héroïne parce que d'un côté des fois on l'aime bien, d'autres fois elle nous énerve en fait.
Mais il y a un point au niveau des relations et des personnages que je voudrais soulever par rapport à ce roman, c'est qu'en fait dans le premier tome, on va avoir la présentation de tous les personnages qu'on va pouvoir rencontrer par la suite et on va avoir bien sûr l'héroïne qui va être un peu courtisée par deux hommes, donc son ex Chaz qui revient en fait dans sa vie parce qu'il côtoie toujours ses parents, tout ça, et voilà, bonjour, je suis désolée chérie de m'être transformée devant toi, mais si est-ce qu'on peut retourner ensemble. Et nous avons également Royce qui est le vampire en fait le plus puissant de la ville, qui supporte pas cette fille, qui en peut plus, elle l'énerve à un point, et du coup, voilà, vous savez un peu la suite, hein, elle l'énerve, mais du coup c'est la seule à ouvrir sa grande gueule devant lui, donc du coup lui, ça l'intéresse. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on a ce choix en fait qui s'offre à nous. Le lecteur peut se faire une opinion vers qui elle va aller. C'est pas mal tourné parce que en fait l'auteur va prendre la décision pour nous. Il va instaurer vraiment cette relation, il va la mettre en place au point que nous on se dise bah c'est bon, c'est avec lui qu'elle va faire sa vie. Jusqu'à ce qu'il y ait une petite étincelle qui vienne tout capoter et elle se retrouve avec l'autre, mais sans vraiment le vouloir, sans que ce soit ni planifié. C'est genre c'est à la fin du 4e tome que ça se passe et bah y a rien qui est prévu quoi, c'est bizarre, ça tombe comme ça en fait. Et c'était plutôt pas mal élaboré je trouve. Ce sont des bons vieux romans bac littérature où l'héroïne a une position un peu plus dominante et elle a des enquêtes sur des faits en fait surnaturels qui vont explorer à chaque fois pas mal d'univers en fait, pas mal de créatures fantastiques qu'on a plus ou moins l'habitude de rencontrer. J'ai bien aimé aussi l'aspect encore des métamorphes qui peuvent se changer en différentes formes. Ça, j'aime bien retrouver ce fait-là. Sachant qu'il y a un point dans le 3e tome, il y a un métamorphe qui peut se changer en corbeau. Et ça, je sais que je l'ai vu seulement dans la meute du Phénix. Et c'est vrai que c'est pas très habituel de rencontrer des métamorphes qui peuvent se changer en quelque chose de petit. C'est vraiment très inhabituel, vraiment. Je trouve que Wayne Nest est une saga qui change un peu du lot. Il y a quelque chose dans la manière dont ça a été écrit qui est différent, je pense, notamment du coup à cette tournure au niveau des relations, mais même au niveau, vous savez, des enquêtes. Il y a quelque chose qui change, comme on peut le voir dans Anita Blake, dans Rebecca Keane, enfin toutes les héroïnes badass qu'on voit qui enquêtent sur certains faits. Là Wayne Nest reprend cette base là, mais ça change de ce qu'on peut découvrir, c'est moins cadré, c'est vraiment plus freestyle, plus farfelu, il n'y a pas forcément de cadre en fait qui est mis en place, même si ça c'est notre première impression. En fait on a l'impression qu'il n'y a rien qui a été mis en place, que c'est un peu le bazar, mais il y a quand même un fil conducteur qui est là et l'auteur s'y tient. Ça c'est plutôt bien joué et plutôt bien élaboré parce que quand on veut partir comme ça sur quelque chose qui est très fouillis, mais en arrivant quand même à avoir un certain fil conducteur, à se tenir à ce qu'on veut faire, c'est plutôt bien joué parce que l'histoire peut devenir très incohérente en fait si on ne suit pas l'idée de base, si on ne suit pas le scénario qu'on a mis en place d'abord pour le roman. Et que cette saga est terminée parce que là je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, en tout cas je n'ai pas d'informations pour l'instant à vous donner sur le fait qu'elle soit terminée ou non. Peut-être d'ailleurs qu'elle a été arrêtée parce que je n'ai pas de nouvelles par rapport à la suite. En tout cas je me renseignerai et puis je vous ferai une vidéo globale sur cette saga si jamais elle est terminée parce que du coup j'aurai lu les 4 tomes de base. Et voilà. Donc j'ai terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être prévenu d'une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.